Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 27 mai. Après l'angoisse, le soulagement et la joie, plus de 80 Polynésiens ont été rapatriés de Nouvelle-Calédonie après 2 semaines au cœur des tensions à Nouméa. Une initiative privée va permettre de venir en aide aux habitants du Caillou. 10 mètres cubes de produits de première nécessité ont été récoltés pour venir en aide à la population en détresse. La solidarité des Polynésiens, c'est l'un des sujets que nous aborderons avec le président Moetai Broderson. Nous parlerons aussi de son voyage à Singapour, de son bilan ou encore des Européennes. 300 personnes étaient réunies hier soir à la Te Ahupo Street Party. L'événement se déroulait au bout de la route au PK0, un moment de cohésion avant le grand rendez-vous des Jeux Olympiques dans 2 mois. L'état d'urgence levé à Nouméa depuis 8 heures ce matin, heure de Tahiti. Une accalmie fragile. Les assignations à résidence ont notamment été levées. Le mot d'ordre officiel des leaders indépendantistes est de desserrer l'étau sur les grands axes de circulation. Mais pour l'instant, l'ordre public n'est pas entièrement rétabli. À Dumbéa, l'accès au Médipôle a été dégagé. Les barrages ont été libérés et la route sécurisée par un escadron de gendarmes mobiles. Dans ce contexte toujours tendu, 84 Polynésiens ont pu être rapatriés hier soir. Un premier vol militaire a été affrété par l'État. À l'arrivée, notre équipe a pu assister à des retrouvailles particulièrement chargées en émotions. Mélodie Huilamoa Fassioné et Mirko Vantfo. Enfin le retour tant espéré. La joie se lit sur tous les visages et ce, malgré la fatigue et l'heure tardive. L'étreinte, les larmes de soulagement des proches, le cauchemar est enfin terminé pour ces 84 ressortissants polynésiens et leurs familles. Très soulagée, enfin on va pouvoir bien dormir. C'est un grand soulagement et parce que je me marie samedi et sans eux ça va être dur. Je suis heureux avec ces événements qui s'est passé, c'était une bénédiction que je sois revenu pour ma famille aussi en même temps. Tous ont vécu l'attente dans un climat anxiogène. 2 semaines à espérer l'annonce de ce rapatriement. Ça a commencé à éclater là-bas. Ça faisait un peu peur de voir tout brûler autour, surtout pour aller faire les courses. Et faire autour, surtout pour aller sûr qu'on allait prendre l'avion. On nous a prévenu hier après-midi vers 13h, savoir si on pouvait être à Magenta à 8h le lendemain matin. Donc on s'est pressé, on a pris la route. On a été aidé par des amis, heureusement. Il y avait beaucoup de barrages sur la route. On a dû attendre plusieurs avions. On est arrivé et on est heureux d'être là. Dès qu'on nous a dit ça y est, vous pouvez partir, alors là, c'était la joie et mal au cœur pour ceux qui restent. Et il resterait entre 60 et 80 Polynésiens à rapatrier. En attendant, le pays veut mettre en place une aide financière pour les aider à tenir jusqu'à leur retour. C'est pour ça qu'on les a incités à se recenser sur la plateforme. Là, on va les contacter pour dire où est-ce que vous en êtes. Il y en a peut-être qui n'ont plus de sous, il y en a peut-être qui ont besoin de se loger ailleurs. Donc on va regarder tout ça dès demain matin. Cet avion militaire affrété par l'État devrait repartir de Tahiti dans les prochains jours, avec du fret, des médicaments entre autres, mais aussi avec des passagers. Cet avion-là, il va ramener aussi des Calédoniens vers Nouméa. On y travaille et puis on travaille déjà aussi à l'après. Donc vraiment toutes les équipes de l'État et on travaille aussi main dans la main avec le pays sont mobilisées et on utilisera les moyens de l'armée de l'air tant que ça sera nécessaire pour que tout le monde puisse rentrer chez soi. Le prochain vol de rapatriement des Polynésiens est prévu dès la semaine prochaine. L'aéroport de la Tontouta est toujours fermé. La reprise des vols commerciaux pour l'instant est annoncée au 2 juin, en attendant bien sûr l'évolution de la situation sur place. Oui, la situation des Calédoniens provoque un élan de solidarité à Tahiti. La famille Malmezac, à la tête d'une entreprise de transport maritime, a sollicité les entreprises du pays, mais aussi les particuliers. L'appel aux dons a été entendu. 10 mètres cubes de vêtements et de denrées alimentaires ont été collectés en 10 jours. 1 à 2 containers devraient quitter Tahiti pour le Caillou le 10 juin. Nicolas Suir, Jérôme Lee. Il vient durant sa pause déjeuner apporter ce qu'il peut, comme la trentaine de particuliers venus par solidarité aux Calédoniens. Du riz, des pâtes, du sucre,
des lentilles. Donc j'ai vu que nos amis calédoniens en avaient besoin, donc là je viens faire un effort pour eux. Tu as de la famille là-bas? Oui, j'ai de la famille là-bas, j'ai une cousine, j'espère qu'elle va bien en ce moment, on n'a pas encore eu de nouvelles. De l'alimentaire, c'est ce qu'il faut. Les linges ne sont plus acceptés. Il y en a suffisamment, 4 mètres cubes de vêtements d'été, alors que le Caillou entre dans une période très fraîche. Il faut mettre la priorité sur les produits d'hygiène et de santé et les produits alimentaires, toujours non périssables. Et dans les produits d'hygiène et de santé, j'ai souvent la question, oui mais quoi? J'ai dit dentifrice, serviette hygiénique pour femmes, brosse à dents, voilà. La mairie de Papeete fait un don d'une valeur de 500 000 francs. Les élus discutent également d'une aide financière à la commune de Nouméa, car les deux municipalités sont jumelées depuis 2019. On a envie de faire plus parce qu'on se rappelle que Nouméa avait aidé également la commune de Papeete par un don que Nouméa avait fait en 2017. Un don à la commune pour venir en aide aux sinistrés. C'était à l'occasion des intempéries du mois de janvier 2017. 2 millions, c'est ça? Oui, 2 millions. De par ses origines calédoniennes et ayant de la famille sur place, Éric Malmezac a tout naturellement déclenché l'opération collecte. Il dit avoir été surpris par le nombre de donateurs. Pour le moment, on a déjà une dizaine de mètres cubes, mais ça c'est des petits donneurs. Mais on a des annonces de livraison de palettes dans les jours qui viennent. Des grandes sociétés ont promis 10 palettes d'eau, autant de palettes de riz et des couches. Des denrées qui seront réceptionnées par les autorités calédoniennes, puis certainement confiées à des organismes religieux tels que le Secours catholique, la Croix-Rouge et Dorcas, l'organisme adventiste. Et pour évoquer la situation en Nouvelle-Calédonie, le président du pays est avec nous ce soir. Bonsoir Moatai Broderson, bienvenue. Les ressortissants australiens et néo-zélandais ont été rapatriés rapidement. Pourquoi cela a été si long pour les Polynésiens? Alors d'abord rappeler que l'Australie et la Nouvelle-Zélande sont des pays indépendants qui disposent de leurs propres moyens militaires, que nous sommes une collectivité territoriale. Il fallait les moyens militaires, pas le choix. Écoutez, aujourd'hui, les vols civils ne sont pas autorisés. Donc, et quand ils le seront, est-ce qu'éventuellement vous pourriez affréter un avion d'Air Tahiti Nui? Quand ils le seront, si jamais il y a encore besoin de ramener des gens, ce que je n'espère pas, j'espère qu'on aura résolu tout ça avant. Oui, bien sûr, on prendra les dispositions qui s'imposent. Un amendement de l'opposition vendredi à l'Assemblée proposait de consacrer une enveloppe maximum de 100 millions pour venir en aide à, je cite, nos frères océaniens. Comment comptez-vous aider les Calédoniens au titre de la solidarité océanienne? Écoutez, je pense qu'il faut d'abord attendre que les choses se calment un peu. Aujourd'hui, distribuer ne serait-ce que des denrées alimentaires, c'est un peu sportif, on va dire ça comme ça. Nous sommes en contact permanent avec les autorités de Nouvelle-Calédonie. Il faut organiser les choses. Le formulaire que nous avons mis en ligne donc très rapidement permet, au moins pour les ressortissants polynésiens en Calédonie, mais aussi pour les Calédoniens qui sont ici, de se manifester et d'exprimer les besoins en aide concrète des uns et des autres. Et en fonction, donc, nous agissons. Concernant la situation politique, vous aviez été pressenti pour jouer le rôle de médiateur. Le député Steve Chailloux l'a rappelé lors d'une question au gouvernement à l'Assemblée. Mais cela n'a pas été le cas finalement. Qu'avez-vous pensé du passage du président Macron en Nouvelle-Calédonie? Je pense que les déclarations du président Macron ne vont malheureusement pas dans le bon sens, que les actions qui sont menées aujourd'hui ne vont pas dans le sens de l'apaisement. Lesquelles précisément? C'est le fait d'organiser un éventuel référendum national? Alors, je ne me prononcerai pas là-dessus, mais déjà l'insistance qui a été celle de l'État de valider le 3e référendum alors que la population kanak n'y a pas participé, il y a quand même 56% des votants qui n'ont pas participé à ce référendum, ça a été le point de départ de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais pour et ce ensuite, dernier passage, l'insistance de passer ce projet de modification de la Constitution sur le dégel du corps, ça aussi, pour moi, c'est une erreur politique. Mais là, pour son dernier passage, finalement, vous trouvez que le travail de dialogue n'a pas été fait? D'une part, le travail de dialogue, bon, il faut qu'il démarre. Il n'a pas démarré aujourd'hui. Bon, les uns et les autres, je pense, ont besoin de se mettre autour d'une table et de dialoguer. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que une partie de la jeunesse acceptera de suivre les consignes des responsables politiques?
Ça, c'est la vraie question. Merci pour ces premières réponses, Moté Broderson. Vous restez avec nous. Le président du comité olympique, Tony Estanguet, poursuit sa visite à Tahiti en vue de l'épreuve de surf des Jeux olympiques. Cet après-midi, il était accueilli à la plage de Haronou. Il avait à cœur de surfer avec de jeunes sportifs du collège de Mahina, des surfeurs, mais aussi des footballeurs ou des judokas. Tony Estanguet a toujours communiqué autour du sport et de ses bienfaits. 30 minutes par jour et une alimentation saine. Pas de secret pour rester en forme. Il le dit à Mélissa Chang. Vous allez entendre aussi une élève. Je ne suis pas vraiment une surfeuse, je préfère vraiment le foot, mais là, en voyant les coachs et tout, ça fait découvrir beaucoup de trucs. Qu'est-ce que c'est un bodyboard, du surf, comment il faut prendre des vagues et tout. Vraiment, pour moi, c'est vraiment une grande fierté de découvrir tout ça. Vous avez la chance ici sur ce territoire d'avoir un terrain de jeu exceptionnel. Et c'est vrai que quand on prend goût au sport, en général c'est pour la vie, c'est aussi pour rester en bonne santé. Et c'est ça qui est important de transmettre à la jeunesse. Donc moi je voudrais aussi féliciter tous les enseignants, les professeurs qui permettent à ces jeunes de vivre la passion du sport. Parce que quand on l'apprend dès le plus jeune âge, ensuite en général on la garde pour la vie. À quelques jours du passage de la flamme olympique et à 2 mois, jour pour jour, de la compétition, le comité du tourisme de Tayarapu Ouest et le pays organisaient hier soir la Teahupo'o Street Party, un moyen de redonner vie à ce fameux PK0 après de nombreux mois de travaux. Au programme, un concert et des films sur nos athlètes, Wahine Fierro, Kaolivast et Mihimana Brai. Tahiyata et Sandroli y étaient. Regardez. Ambiance réussie avec les chanteurs du groupe Airi Local. En prélude de cette soirée, ils ont animé le PK0, ce petit coin du bout du monde. Un moment magique pour la population sur un site entièrement réaménagé. Carrément trop bien, c'est mon groupe préféré. Airi Local, c'est top. C'est la première fois que vous voyez ça comme ça? Comme ça, grandiose, oui. Il y en a eu déjà, mais pas aussi grand comme ça. Voilà, je pense que après la finition de la JO, il y a le pont et tout. Ça a encore amélioré, embelli encore notre soirée. C'était un peu. Place ensuite au moment fort de la soirée, la projection de films en l'honneur des surfeurs locaux. Ici, le parcours de Wahine Fierro, icône du surf féminin en Polynésie. Un film réalisé par sa petite sœur Heimiti jusqu'à sa qualification aux Jeux Olympiques. Quand on a réussi son qualification, ça m'a vraiment ému. Ouais, c'était vraiment autre chose, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Ça fait quelque chose de vivre ça ici au PK0, ce spot de Teahupo'o? Ouais, carrément. Ici, c'est assez tranquille, quoi. On a rarement l'habitude d'avoir toute cette commotion. Dans un autre film, on retrouve Kaolivast et Mihimana Brai, ainsi que d'autres surfeurs de Teahupo'o, des sportifs et des passionnés, ambassadeurs d'un mode de vie insulaire. Ah oui, carrément beaucoup d'émotions, là. Super. C'est quelle partie qui t'a marqué, toi, ce soir? La pêche, comme je suis pêcheur. Sinon, belle projection. Tous les surfeurs de notre pays sont des inspirations pour nos jeunes. Et puis ça fait plaisir de revoir Mihimana, par exemple, que je connais très bien, et d'être au contact des athlètes d'ici ou d'ailleurs, parce que ça apporte toujours une bonne énergie pour tout le monde, en fait. Organisée en plein milieu de la Shiseido Tahiti Pro, cette soirée aura certainement attisé encore plus l'intérêt du public pour les prochains jours de compétition. Voilà pour les Jeux Olympiques qui se profilent. Autre actualité politique cette fois, les européennes. En Polynésie française, nous voterons le 8 juin. Les candidats de la France insoumise ont fait le déplacement à Tahiti. La députée Mathilde Panot et le député européen Younous Omarjee se sont entretenus pendant 1h30 avec le président de l'Assemblée, Anthony Géros, ainsi que le député Temat Le Gaïk. Les Outre-mer font partie des préoccupations de LFI. Écoutez. Ce qui fonde ma relation avec les Polynésiens, c'est que ce sont les Polynésiens eux-mêmes qui déterminent leurs priorités et je suis leur porte-parole en Europe lorsque cela concerne les politiques européennes. Donc ce sont aux Polynésiens. Mais la liste que nous portons avec Manon Aubry est une liste qui accorde une très grande priorité aux îles et aux Outre-mer.
c'est une liste qui est aussi engagée, vous l'avez dit, pour la justice sociale et pour la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la vie chère, la lutte contre l'inflation. Et vous avez vu combien les désordres géopolitiques du monde impactent directement le porte-monnaie des Polynésiens eux-mêmes, parce que partout, les économies sont dépendantes et interdépendantes. Plus on a des relations avec les députés européens, et mieux c'est pour la Polynésie, parce que nous sommes dans un monde interdépendant. Et dans le cadre de l'interdépendance, nous avons déjà une bonne accroche au niveau des pays de l'Organisation des Nations Unies. Maintenant, il faut en avoir également avec ceux d'Europe. Moutei Broderson, demain ce sera à votre tour de recevoir les représentants de la liste de la France insoumise à la présidence. Anthony Géros ne s'est pas positionné, il n'a pas spécialement affiché son soutien. Quelles sont les consignes de vote au sein du Tavini ? Pour l'instant, il n'y en a pas, ou la seule dont j'ai entendu parler, c'est l'abstention. Maintenant, peut-être que les discussions avec Younous et Mathilde Panot changeront la donne. C'est une décision qui revient au président du Tavini Wirattila. L'Europe, ces élections ne sont pas importantes à vos yeux ? Ah non, c'est parce que je ne dis pas que ces élections ne sont pas importantes, elles sont mal comprises. L'Europe, c'est assez lointain dans l'esprit des gens. Et puis, notre statut de PTOM ne nous avantage pas finalement dans l'ensemble européen quand on compare avec les autres territoires qui n'ont pas le statut de PTOM et qui bénéficient de beaucoup plus d'aide de l'Europe. Mais non, de là à dire que c'est une élection qui est inutile, non. Il y a l'Europe et il y a Singapour. Vous en revenez tout juste. Deuxième voyage, pour vous, c'est l'exemple à suivre, c'est le nouvel Eldorado ? Non, ce serait assez naïf de voir les choses comme ça. C'est un pays extraordinaire qui est passé en 60 ans de l'un des pays les plus pauvres du monde à un pays qui a 2,5 fois le PIB par habitant de la France. Donc il y a des choses certainement à apprendre là-bas, une administration d'une efficience extraordinaire, des transports en commun qui arrivent en avance quasiment. Donc il y a beaucoup de leçons à tirer de Singapour. C'est un pays, c'est finalement une île, ville, pays, puisque c'est un peu plus de la moitié de la surface de Tahiti et ils sont 6 millions. Alors je ne dis pas qu'il faut être 6 millions d'habitants à Tahiti, mais tout de même c'est une preuve que l'urbanisation maîtrisée et planifiée permet d'avoir 6 millions d'habitants sur la moitié de la surface de Tahiti, sans que les uns et les autres se marchent sur les pieds. Mais qu'est-ce que vous allez chercher à Singapour que la France ne peut vous offrir ? Alors, c'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un en complément de l'autre. Il y a notamment à Singapour des investisseurs qui sont très intéressés par le secteur de l'hôtellerie chez nous. Je les avais déjà rencontrés lors de mon premier séjour. J'en ai rencontré à nouveau lors de ce séjour. Ensuite, c'était une réunion des ministres des Affaires étrangères du Pacifique à l'initiative du gouvernement de Singapour. Donc, étant en charge des relations internationales, c'était normal que ce soit moi qui y aille. Et nous avons également, avec Jordi Chan, que j'ai amené avec moi pour qu'il voit ce qu'on peut faire en matière d'urbanisme, en matière de travaux publics de manière efficace, et pour aussi que ça lui donne peut-être des idées. Mais on a pu voir de très près donc, ce fameux avion Airfish, dont je pense qu'il pourrait changer la donne à bien des... C'est un bateau qui vole, par mer calme. Un bateau qui vole, c'est ça, c'est classifié comme un bateau, ça rentre dans la réglementation maritime. Et ça pourrait notamment au Tuamotu changer la donne de la desserte. Transport. Et à plus court terme, les 5 câbles sous-marins installés par Google, c'est du concret ça ? Oui, ça c'est du concret. Quand j'entends certains dire que rien n'a été fait en un an, en un an on a réussi à amener Google et 5 câbles sur Tahiti. Le bateau d'exploration arrive au début du mois de juin. Il y a 2 bateaux qui arrivent et les câbles commenceront à être tirés au mois de novembre. Comment vous prenez ces critiques de l'ancienne majorité on parle quand même de mensonges, d'amateurisme, de manque de visibilité. Teva Roufrich évoque la communication plutôt que l'action. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je pense qu'on a affaire là à un club de vieux aigris. Je les laisse à leur karma. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous dites que l'ancienne majorité vous aurait laissé une ardoise, en quelque sorte, de 34 milliards de francs.
L'an dernier, vous disiez qu'il y avait de l'argent dans les caisses pour compenser la suppression de la taxe sociale. Oui. Finalement, ce n'est pas le cas. Non, alors il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il y avait un déficit de 34 milliards. J'ai dit qu'il y avait un passif de 34 milliards avec, par exemple, plus de 6 milliards et demi de protocoles d'accord de sortie de grève qui n'ont pas été financés et que nous devons financer aujourd'hui. Vous avez ensuite le refinancement des satellites pour plus de 9 milliards. Vous avez une sous-évaluation systématique de certaines grandes opérations pour 14 milliards. C'est un passif réel qui nous a été laissé, qu'il va falloir gérer, qu'il va falloir combler. Voilà ce que je dis. Et un projet concret pour cette année, parce qu'on parle beaucoup du BTP. Vous n'êtes pas d'accord avec la minorité concernant les carnets de commandes. Est-ce que... Alors, sur le BTP, il y a des chiffres qui sont là, qui sont têtus. On n'a jamais eu dans un budget primitif comme celui de 2024 autant de crédits de paiement consacrés au BTP. C'est un chiffre, il est là et il est têtu. Maintenant, on a aussi 30% des appels d'offres qu'on n'arrive pas à satisfaire parce que les entreprises nous disent « j'ai un carnet de commandes plein, je n'ai plus personne à mettre sur ces travaux-là ». Donc il y a certainement, et je le reconnais sans peine, du côté du logement, des chantiers qui tardent à sortir. Et donc c'est une autre branche, c'est pas le BTP, c'est plus la construction qui rouspète, je les comprends. On a par exemple, et ça c'est un grand changement également, c'est cette nouvelle garantie que le pays apporte pour les prêts de la CDC, prêts à long terme de 60 jusqu'à 80 années, qui vont venir changer la donne en matière de logement intermédiaire. Tout ça, c'est du concret. Merci beaucoup, Mouettei Broderson, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Justice, le verdict est tombé pour l'homme de 49 ans, jugé aux assises pendant 3 jours. Souvenez-vous, il était accusé d'avoir violé et tenté de tuer une sexagénaire en 2015 à Ayatea. Il a bien été reconnu coupable de tentative de meurtre et condamné à 30 ans de réclusion criminelle. À Nukuhiva, aux Marquises, les élèves du collège et du CETAD ont été invités à une journée dédiée à la culture marquisienne. Une douzaine d'ateliers ont été préparés par les élèves, l'équipe pédagogique et les habitants. Danse, musique, confection de couronnes ou d'objets en bois sculptés, de bijoux, de tapas, tatouages étaient au programme. Le tout animé en langue marquisienne, bien sûr. Écoutez, élèves professeurs au micro de Marie Curva. J'ai appris à faire le tapa, on a appris à décortiquer, à enlever la peau du bois, puis ensuite on a tapé et c'était bien. Ça, tu l'avais jamais fait? Pendant le matava, on avait fait ça, mais je n'avais jamais appris à enlever l'écorce du bois. J'ai jamais appris à faire ça. Et c'est la première fois que j'ai appris ça avec tout le monde. Avec cette journée, j'ai constaté que pas mal d'élèves ne connaissent pas forcément quelques pratiques telles que le tressage d'un panier, d'un chapeau, ou encore la confection de la cocoille, ou comment est fabriqué un parou. Et aujourd'hui, c'est une belle journée pour eux, une journée d'apprentissage. On arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Après l'angoisse, le soulagement et la joie. Plus de 80 Polynésiens ont été rapatriés de Nouvelle-Calédonie après 2 semaines au cœur des tensions à Nouméa. 1 ou 2 containers de denrées alimentaires et de vêtements doivent partir dans quelques jours grâce à une initiative privée. Le pays pense aussi à aider financièrement les ressortissants polynésiens en attente de rentrer chez eux. Au programme de votre soirée sur la première, 2 séries ce soir, 911 et Scandale. À la une de Tahiti Info demain, des propos incohérents font bondir les médecins. À propos du soin des malades, ça s'est passé à l'Assemblée il y a quelques jours. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images émouvantes des retrouvailles des Polynésiens rapatriés de Calédonie. Belle soirée sur la première et à demain.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.